Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La chute de l'URSS coïncide aussi avec la décentralisation des systèmes éducatifs dans les anciennes républiques soviétiques. Aujourd'hui, 20 ans après, que reste-t-il du système éducatif soviétique dans l'ex-URSS? Pour le savoir, nous sommes allés en Russie et en Ukraine et nous avons rencontré à Paris l'experte Carol Sigman. Les écoles de cadets sont en hausse en Russie, surtout celles destinées aux filles. Elles proposent à la fois un entraînement militaire, des cours de cuisine et des cours de danse. Quels sont les objectifs de ces écoles? Quels modèles proposent-elles? Regardez ce reportage à Moscou. Tous les lundis, Alina se lève à 6 h et se prépare à quitter la maison. Direction l'école des cadets où elle passera 6 jours. Sa mère, Anastasia, est comptable et élève seule ses 2 enfants. Son fils aîné fait ses études dans une école d'officiers et sa fille Alina a rejoint une école très particulière à Moscou. Au tout début de ses études, on se manquait beaucoup et puis on s'est habitué. Le plus important pour moi, c'est que mes enfants ne soient pas n'importe où dans la rue. Mes enfants sont tout le temps occupés. Première leçon de la journée, le tir. Alina est l'une des meilleures élèves. L'école créée en 2004 est entièrement financée par l'État. Elle laisse une large place à l'entraînement militaire. Selon les statistiques de l'école, un tiers des jeunes filles deviendront fonctionnaires, mais avant cela, elles devront passer par les lycées du ministère de l'Intérieur ou du service fédéral de sécurité. Après la chute de l'Union soviétique, il était nécessaire d'éduquer nos enfants dans l'amour de la patrie. C'était les années Poutine. Je pense qu'on prend plus au sérieux l'éducation des nouvelles générations. J'espère que Dieu aidera Poutine à remporter la présidentielle. Nos élèves sont le futur de la Russie. Après le tir, la danse, ballet classique et folklore russe. Selon la directrice de l'école, la société actuelle implique que les enfants soient prêts à se battre. Enseigner les armes à l'école, une position difficile à suivre. Nous avons ouvert l'école en septembre 2004 au moment de la prise d'otages à l'école de Beslan. Nous pensions que nous devions vraiment apprendre aux enfants les bases de la sécurité et des tactiques militaires. Si les enfants de Beslan avaient été formés comme nos cadets le sont, ils auraient été capables de se secourir. Militariser l'éducation n'est pas nouveau en Russie. Un endoctrinement qui commence très tôt. Alina rêvait de devenir banquière. L'école des cadets a changé sa vision. Mon rêve, c'est d'aider mon pays, mes parents, et de contribuer au progrès de notre pays. Voilà, c'est ça mon rêve. Carol Sigman est chercheuse en sciences politiques au CNRS et spécialiste des systèmes éducatifs soviétiques. Nous l'avons rencontrée à Paris lors d'une exposition consacrée aux 20 ans de la chute de l'URSS. Écoutons ce qu'elle a à nous dire sur le système éducatif avant et après la chute de l'ex-URSS. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur en Russie souffre d'un manque de financement, un scénario bien différent de celui du temps de l'URSS. Ce système d'enseignement supérieur était entièrement financé par l'État, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec la généralisation de l'enseignement secondaire et supérieur. Il y avait des liens étroits entre les entreprises et les établissements d'enseignement professionnel. Un système donnant-donnant. Les entreprises participaient au financement et les jeunes diplômés travaillaient pour elles les 3 premières années après leur sortie de l'université.
disons d'un point de vue de la gestion, effectivement, le modèle soviétique était présenté par l'OCDE, avec la France d'ailleurs, était présenté comme des modèles, c'est-à-dire avec un financement public et une planification plus ou moins de la production de diplômés. Une médaille qui avait un revers. Il y avait un enseignement obligatoire du marxisme-léninisme, enfin il y avait une certaine idéologisation de la formation, même dans les formations techniques. Ce système a permis la promotion sociale des classes défavorisées, mais les années post-perestroïka et la crise sont arrivées. Les financements sont en déclin et les universités ont eu droit à une certaine autonomie. Les places gratuites payées par l'État étaient attribuées non pas sur la base des revenus des familles, mais sur la performance des élèves. En fait, pour avoir une place gratuite, il fallait payer des répétiteurs, etc., pour pouvoir réussir le concours d'entrée. Les entreprises se sont retirées pour de bon du financement de l'éducation supérieure, mais l'État, lui, est de retour dans la Russie du XXIe siècle. Depuis le début des années 2000, on voit un retour de l'État central dans la gestion de ce secteur, grâce notamment à la rente pétrolière qui est arrivée à partir de 2005. Et la stratégie qui a été choisie a été de privilégier quelques champions nationaux. Une quarantaine d'universités sont ainsi financées par l'État fédéral russe, soit à peine 5 à 6% des établissements. Pour Carole Sigman, la gratuité de l'université et la promotion sociale qui en découlait appartiennent au passé. Le sous-financement public, qui est une constante depuis les années 90, va très probablement perdurer dans la majorité des établissements, surtout avec la crise. Et en fait, ce système va inciter les établissements à augmenter leurs frais d'inscription. L'histoire peut-elle être enseignée de différentes façons? En Ukraine, l'héritage historique divise les nostalgiques de l'Union soviétique et les partisans de l'indépendance. Ces deux courants influent-ils sur les cours d'histoire? C'est ce que nous allons voir dans deux écoles. Reportage à Lviv et Kiev. Depuis l'indépendance de l'Ukraine, une partie de la population se sent plus proche de la Russie et du passé soviétique, alors qu'une autre partie défend son indépendance et tente de renforcer ses liens culturels et politiques avec l'Europe. Nous avons visité deux collèges, l'un à Lviv et l'autre à Kiev. Objectif, comparer l'enseignement de l'histoire et voir quels sont les changements au cours des 20 dernières années. Actuellement, nous n'avons aucune pression. En ce qui me concerne dans mon travail, je suis les postulats de l'historien français Marc Bloch, à savoir, un historien n'a pas à juger, il doit expliquer. Cependant, nous essayons de montrer différents points de vue. Les années 40 constituent l'une des périodes les plus controversées et sensibles du programme scolaire. C'était l'époque où les insurgés nationalistes ont d'abord combattu les nazis avant de défier l'armée soviétique. Il existe un programme d'enseignement général. Les dates et les événements doivent être enseignés aux élèves. Le problème, c'est quand les enseignants exposent leur propre vision des faits et demandent aux élèves de donner leur opinion sur le sujet. Pour les élèves, le rôle des enseignants est essentiel car les livres d'histoire n'offrent pas assez d'informations. Je veux très bien connaître l'histoire, car on ne peut pas construire un avenir correct sans connaître son passé. C'est très important. 20 ans après l'indépendance, les Ukrainiens sont toujours à la recherche d'un équilibre. Et une partie de cette tâche repose sur le travail des professeurs d'histoire. En fait, cela passe par la construction d'une mémoire historique partagée. Que pensez-vous de l'éducation pendant les années soviétiques et après? Partagez vos opinions avec nous sur Facebook ou Twitter. Avant de se quitter, un mot sur notre précédent numéro consacré aux écoles non mixtes. La majorité de nos visiteurs pensent que les éducateurs et les gouvernements n'agissent pas assez pour réduire le fossé entre les deux sexes. J'espère que ce numéro vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Learning World en
association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.